Bonjour, rebonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. Alors, je reprends une lecture que j'ai faite hier déjà. Mais j'ai des problèmes de micro, d'interférence quand je suis à l'intérieur. Donc, je suis sortie à nouveau. Il ne fait pas très chaud, mais je suis bien couverte, donc ça va. Qu'est-ce que je voulais dire ? Hier, je vous racontais des choses déprimantes au début de la vidéo. Donc, je vais recommencer. Des choses hyper tristes. Je vais pas le faire cette fois. C'est parti pour la lecture de fin d'année. J'aime bien faire une lecture de fin d'année. Je ne sais pas si je l'ai fait l'an dernier. J'avais fait les contes de Noël de Dickens. Mais si, bien sûr, j'ai fait aussi Dickens l'an dernier, mais je ne sais pas. On avait dû dépasser allègrement sur le mois de janvier, je pense. Je ne me rappelle plus exactement les dates. Là, je vais essayer de terminer pour le 31 décembre. Pas certaine d'y parvenir. J'ai d'autres occupations qui me prennent du temps. Louisa May Alcott, Les 4 filles du docteur Marsh, Little Women. Petite femme. Et j'ai pris une traduction assez récente, Jannick Jouin de Laurens. Voilà. Première partie. Préface. Va maintenant, mon petit livre, et montre à ceux qui auront le désir de t'accueillir en eux ce secret bien caché et gardé en ton sein. Fais le vœu que du bien ils montrent le chemin béni et qu'ils choisissent de devenir de loin que toi ou moi de meilleurs pèlerins. De miséricorde parle-leur, car c'est elle qui, avant tout autre, son pèlerinage entreprit. Que les jeunes demoiselles apprennent d'elle à louer le monde encore à naître et en soit éclairé. Car les jeunes trébuchantes pourraient bien suivre Dieu sur des chemins déjà foulés par des gens très pieux. Adapté de John Bunyan. Chapitre 1. Le jeu du pèlerin. Noël ne sera pas Noël sans cadeau, maugréa Joe allongé sur le tapis. C'est tellement affreux d'être pauvre, soupira Meg en jetant un coup d'œil à sa vieille robe. Je trouve injuste que certaines filles aient des tas de jolies choses et d'autres rien du tout, ajouta la petite Amy avec une moue blessée. Nous avons notre père et notre mère et nous avons, c'est déjà ça, dit Beth avec contentement depuis son coin. Les 4 jeunes visages éclairés par la lueur du feu s'animèrent à ces paroles réjouissantes, mais s'assombrirent à nouveau lorsque Joe déclara tristement « Notre père n'est pas avec nous, et peut-être pour longtemps. » Elle n'avait pas dit « peut-être plus jamais », mais chacune l'ajouta en silence, songeant à leur père si loin, là où se déroulaient les combats. L'espace d'1 minute, personne ne prononça le moindre mot. Puis Meg lança, changeant de ton « Vous savez que si maman a suggéré que nous n'ayons pas de cadeaux ce Noël, c'est parce que l'hiver va être dur pour tout le monde. Et elle pense que nous ne devrions pas dépenser d'argent pour notre seul plaisir alors que nos hommes souffrent tant à l'armée. Nous n'y pouvons pas grand-chose, mais nous sommes en mesure de faire notre part de petits sacrifices et nous devrions le faire avec joie. Mais j'ai bien peur de ne pas en être capable. » Et Meg secoua la tête, comme si elle songeait avec regret à toutes les jolies choses qu'elle désirait. Malgré tout, je ne crois pas que le peu que nous dépenserions pourrait avoir la moindre utilité. Nous possédons chacune $1 et si nous le donnions à l'armée, ça ne l'aiderait pas beaucoup. Je suis d'accord pour ne rien attendre de maman ou de vous, mais je veux à tout prix m'acheter Ondine et Sintram. J'en ai envie depuis tellement longtemps, déclara Joe qui était un rat de bibliothèque. J'ai prévu de dépenser le mien dans de nouvelles partitions, dit Beth, avec un léger soupir que personne n'entendit à l'exception de la balayette de cheminée et du torchon pour la bouilloire. Je vais m'offrir une jolie boîte de crayons Faber. J'en ai vraiment besoin, annonça Amy d'un ton décidé. Maman n'a pas parlé de notre argent et elle ne souhaite pas que nous renoncions à tout. Achetons tout ce dont nous avons envie et amusons-nous un peu. Je suis certaine que nous trimons suffisamment pour le mériter, s'écria Joe en examinant les talons de ses bottines à la manière d'un gentleman.
Moi, oui, c'est sûr, à enseigner à ces affreux enfants presque toute la journée alors que je rêve de passer agréablement mon temps à la maison, commença Meg, retrouvant son ton plaintif. C'est moitié moins dur pour toi que pour moi, dit Joe. Tu aimerais être enfermé pendant des heures avec une vieille dame bileuse et tatillonne qui n'arrête pas de te faire courir, n'est jamais satisfaite et te tourmente jusqu'à ce que tu n'aies qu'une envie, te jeter par la fenêtre ou de lui taper sur la tête. Ce n'est pas bien de geindre, mais je pense vraiment que laver la vaisselle et faire en sorte que tout soit propre et bien rangé est le pire travail qui soit. Ça me met en colère et mes mains deviennent si raides que j'arrive à peine à jouer du piano. Sur ce, Beth étudia ses mains rêches avec un soupir que, cette fois-ci, tout le monde entendit. « Je ne crois pas qu'aucune d'entre vous souffre autant que moi, pleurnicha Amy. Vous n'êtes pas obligés d'aller à l'école avec des filles qui vous harcèlent, et si vous ne savez pas vos leçons et se moquent de vos robes, qui vous harcèlent si vous ne savez pas vos leçons et se moquent de vos robes et affament votre père s'il n'est pas riche et vous insulte si vous n'avez pas un joli nez. Si tu veux dire diffame, je te l'accorde, mais pas affame, comme si papa était un loup, lui conseilla Joe en riant. Je sais très bien ce que je veux dire et tu n'as pas besoin d'être satirique. Il convient d'utiliser les mots justes et d'améliorer son vocabulaire, rétorqua Amy avec dignité. Arrêtez de vous lancer des piques, les enfants. Tu n'aimerais pas qu'on ait l'argent que papa a perdu lorsque nous étions petits, Joe? Mon Dieu, que nous serions heureuses, que nous nous sentirions bien si nous n'avions pas de soucis, déclara Meg, qui se souvenait de temps meilleurs. L'autre jour, tu as prétendu que nous étions bien plus heureuses que les enfants des Kings, parce qu'ils passaient leur temps à se battre et à se tracasser malgré tout leur argent. C'est bien ce que j'ai dit, Beth. Alors je suppose que c'est vrai. Même si nous devons travailler, nous nous amusons bien et nous formons une sacrée clique, comme dirait Joe. Joe utilise de ces mots d'argot, fit remarquer Amy en lançant un regard réprobateur à la longue silhouette étendue sur le tapis. Joe se redressa immédiatement, enfonça les mains dans les poches de son tablier et se mit à siffler. « Arrête, Joe, ça fait tellement garçon. C'est pour ça que je le fais. Je déteste les filles mal élevées qui ressemblent si peu à des dames. Je déteste les gamines maniérées, les mêmes ailes qui minaudent. » Les oiseaux dans leur petit nid se réconcilient, chantonna Beth, la pacificatrice, avec une expression si drôle que les deux voix cassantes partirent en rire et les piques s'interrompirent pour un moment. « Franchement, les filles, vous êtes toutes les deux en tort, dit Meg, en commençant à les sermonner, endossant son rôle de sœur aînée. Tu es assez âgée pour cesser ces gamineries et te tenir un peu mieux, Joséphine. Ce n'était pas très grave quand tu étais une petite fille, mais maintenant. Tu es tellement grande. Et relève tes cheveux, tu devrais te souvenir que tu es une jeune dame. Sûrement pas. Et si relever mes cheveux fait de moi une jeune dame, je vais me faire des couettes jusqu'à 20 ans, s'écria Joe, en arrachant sa résille et en secouant une crinière châtain. Je déteste l'idée de devoir grandir et de devenir Mademoiselle March, et de porter des robes longues et d'avoir l'air aussi guindée qu'une reine Marguerite. C'est déjà assez difficile d'être une fille, alors que j'aime les jeux, le travail et les manières des garçons. Je n'arrive pas à surmonter ma déception de ne pas être un homme. Et c'est pire que tout maintenant parce que je meurs d'envie d'aller me battre avec papa et tout ce que je peux faire, c'est rester à la maison et tricoter comme une vieille mémère rabougrie. Et Joe secoua la chaussette bleue militaire jusqu'à ce que les aiguilles s'entrechoquent comme des castagnettes et que sa pelote rebondisse à travers la pièce. Pauvre Joe, quel dommage, mais nous n'y pouvons rien. Alors tu vas devoir te contenter de cette consonance masculine que tu donnes à ton nom et de jouer à être notre frère, à nous les filles, dit Beth, en caressant la tête dure à ses genoux d'une main dont la douceur ne parvenait pas à être altérée par toutes les vaisselles et les récurages du monde. Quant à toi, Amy, poursuivit Meg, tu es à la fois trop mijaurée et trop collet monté. Tes grands airs sont plutôt amusants pour le moment, mais tu vas finir par ressembler à une petite dinde si tu n'y prends pas garde. J'aime bien tes bonnes manières et ta façon raffinée de parler, quand tu n'essaies pas d'être élégante, mais tes mots absurdes sont aussi déplorables que l'argot de Joe. Si Joe est un garçon manqué et Amy une dinde, je suis quoi, moi, s'il te plaît, demanda Beth, prête à prendre sa part du sermon. Tu es adorable, tout simplement, répondit Meg chaleureusement, et personne ne l'a contredit, car la souris était la chouchoute de la maison. Les jeunes lecteurs, aimant savoir à quoi ressemblent les gens,
Nous allons profiter de ce moment pour leur offrir un rapide portrait des 4 sœurs qui tricotaient au crépuscule tandis que la neige de décembre tombait sans bruit à l'extérieur et que le feu crépitait gaiement à l'intérieur. La vieille pièce était confortable malgré les tapis fanés et les meubles très quelconques, car 1 ou 2 peintures étaient accrochées au mur. Des livres garnissaient les niches, des chrysanthèmes et des roses de Noël fleurissaient aux fenêtres et l'agréable atmosphère d'un foyer paisible y régnait. Margaret, l'aînée des 4, avait 16 ans et était très jolie. Bien en chair et le teint clair, de grands yeux et une abondance de cheveux bruns soyeux, une bouche douce et des mains blanches dont elle était plutôt fière. Jo, âgée de 15 ans, était très grande, mince et le teint mat, et faisait penser à un poulain, car elle semblait ne jamais savoir quoi faire de ses longs membres qui le plus souvent l'encombraient. Elle avait une bouche volontaire, un nez cocasse et des yeux gris vifs qui paraissaient tout voir et étaient tour à tour farouches, amusés ou pensifs. Ses longs cheveux épais étaient ce qu'elle avait de plus beau, mais elle les fourrait la plupart du temps sous une résille pour éviter qu'ils ne la gênent. Jo avait les épaules rondes, de grandes mains et de grands pieds, une façon négligée de porter ses vêtements et l'air mal à l'aise d'une fille qui poussait trop vite et devenait femme, ce qu'elle déplorait. Elisabeth, ou Beth, comme tout le monde l'appelait, était une fille de 13 ans au teint rose, aux cheveux soyeux et au regard brillant, aux manières craintives et à la voix timide dont l'expression paisible était rarement troublée. Son père la surnommait Miss Sérénité, ce qui lui convenait à merveille, car elle semblait vivre dans son propre monde bienheureux, ne s'aventurant au dehors que pour aller à la rencontre de ceux en qui elle avait confiance et qu'elle aimait. Amy, bien qu'étant la plus jeune, était une personne très importante, à son propre avis du moins. Une vraie demoiselle des neiges aux yeux bleus et aux cheveux blonds tombant en boucle sur ses épaules, pâle et mince, et le port d'une jeune dame toujours attentive à ses manières. Quant au caractère des 4 sœurs, vous le découvrirez par vous-même. La pendule sonna 6 heures et, après avoir balayé l'âtre, Beth y déposa une paire de pantoufles afin qu'elles se réchauffent. Pour une raison ou une autre, la vue des vieilles chaussures eut un effet positif sur les filles car leur mère arrivait et toutes s'égayèrent pour l'accueillir. Meg mit fin à son serment et alluma la lampe. Amy quitta le fauteuil sans qu'on le lui demande et Jo oublia à quel point elle était fatiguée et se leva pour rapprocher les pantoufles de la flambée. « Elles sont très usées. Marmie a besoin d'une nouvelle paire. Je pensais lui en acheter une avec mon dollar, dit Beth. « Non, moi, s'écria Amy. C'est moi la plus âgée, commença Meg, mais Jo l'interrompit en lançant d'un ton décidé. Je suis l'homme de la famille, maintenant que papa est parti, et c'est moi qui vais fournir les pantoufles, parce qu'il m'a demandé de particulièrement bien m'occuper de maman durant son absence. Je vais vous dire ce qu'on va faire, proposa Beth. Achetons-lui chacune un cadeau pour Noël, et rien pour nous. C'est bien de toi, ma chérie. Qu'allons-nous acheter? S'exclama Jo. Toutes réfléchirent gravement un instant, puis Meg annonça, comme si l'idée lui avait été suggérée par la vue de ses belles mains. Je vais lui offrir une jolie paire de gants. Des brodequins, les meilleurs qui soient, s'écria Jo. Des mouchoirs tout ourlés, dit Beth. Je lui offrirai un petit flacon d'eau de Cologne. Elle aime bien ça et ça ne coûtera pas très cher, alors il me restera de quoi acheter mes crayons, ajouta Amy. Comment va-t-on lui donner tout ça? Demanda Meg. On les pose sur la table, on l'amène et on la regarde ouvrir les paquets. Tu ne te souviens pas comment on procédait pour nos anniversaires? Répondit Jo. J'avais si peur quand mon tour venait de m'asseoir sur la chaise avec la couronne et de vous voir toutes défiler pour m'offrir mes cadeaux avec un baiser. J'aimais bien les présents et les bises, mais c'était horrible de vous voir toutes assises là à me regarder pendant que j'ouvrais les paquets, dit Beth, qui faisait rôtir son visage en même temps que les tartines pour le thé. Faisons croire à maman que nous achetons des choses pour nous et faisons-lui la surprise. Nous devons aller faire nos emplettes demain après-midi, Meg. Il y a tant à faire avec la pièce du soir de Noël, dit Jo en faisant les 100 pas, les mains derrière le dos et le nez en l'air. J'ai l'intention de ne plus jouer après celle-ci. Je commence à être trop vieille pour de telles choses, fit observer Meg, toujours aussi puérile lorsqu'il s'agissait de se déguiser et de s'amuser comme une gamine. Tu n'arrêteras pas, je le sais. Tant que tu pourras te balader en robe blanche, les cheveux détachés et porter des bijoux en papier doré. Tu es notre meilleure actrice et ce sera la fin de tout si tu quittes les planches, dit Jo. Nous devrions répéter ce soir. Viens ici, Amy, et joue la scène de l'évanouissement, tu es raide comme un piquet dans celle-là. Je n'y peux rien, je n'ai jamais vu personne s'évanouir, et je ne veux pas me retrouver pleine de bleu en tombant de tout mon long comme toi.
Si j'arrive à chuter en douceur, je me laisserai dégringoler. Sinon, je m'effondrerai sur une chaise avec grâce. Ça m'est égal qu'Hugo me menace avec un pistolet, répliqua Amy, qui n'avait aucun talent pour le jeu théâtral, mais avait été choisie parce qu'elle était suffisamment petite pour être emportée, lançant des cris aigus par le héros de la pièce. Fais comme ça, joins les mains et titube à travers la pièce en hurlant désespérément « Rodrigo, sauve-moi, sauve-moi !» Ce que fit Joe en poussant des hurlements mélodramatiques franchement saisissants. Amy l'imita, mais elle tendait ses mains raides devant elle et avançait par saccades, comme mue par une machinerie, et son « Ah !» suggérait davantage qu'on lui enfonçait des épingles dans le corps qu'il n'exprimait la peur et l'angoisse. Joe poussa un gémissement désespéré et Meg éclata de rire, tandis que Beth laissait brûler le pain, absorbée qu'elle était par le spectacle. Ça ne sert à rien. Fais du mieux que tu pourras le moment venu et si le public hue, ne viens pas me le reprocher. Vas-y Meg. Puis tout se déroula à merveille. Don Pedro défia le monde dans un discours de 2 pages sans la moindre pause. Agar, la sorcière, psalmodia une horrible incantation au-dessus de sa marmite pleine de crapauds mijotants, ce qui eut d'étranges conséquences. Rodrigo arracha et brisa vaillamment ses chaînes en 1000 morceaux et Hugo mourut dans d'atroces souffrances dues au remords et à l'arsenic en poussant un « Ah !» sauvage. « On n'a jamais rien joué d'aussi bien, dit Meg, tandis que le traître mort se relevait en se frottant les coudes. C'est incroyable que tu puisses écrire et jouer des choses si magnifiques, Joe. Tu es un véritable Shakespeare, s'exclama Beth, qui pensait sincèrement que ses sœurs étaient dotées d'un merveilleux génie en toutes choses. Pas tout à fait, répondit Joe modestement. Je crois en effet que la malédiction de la sorcière, une tragédie opératique, est plutôt bonne. Mais j'aimerais essayer Macbeth, si seulement nous avions une trappe pour Banquo. J'ai toujours voulu jouer l'assassinat. Est-ce un poignard que je vois devant moi ? Marmonna-t-elle en levant les yeux au ciel et en se cramponnant au vide comme elle avait vu un célèbre tragédien le faire. Non, c'est la fourchette à rôtir avec la pantoufle de maman piquée dessus à la place du pain. Beth est fascinée par la scène, s'écria Meg. Et c'est ainsi que se termina la répétition dans un éclat de rire général. Contente de vous trouver si joyeuses, mes filles, dit une voix gaie à la porte. Actrices et spectatrices se retournèrent alors pour accueillir une dame robuste à l'air maternel, donnant l'impression d'être toujours prête à aider tout le monde, ce qui était tout à fait charmant. Elle n'était pas particulièrement belle, mais les mères sont toujours adorables aux yeux de leurs enfants et les filles pensaient que la cape grise et le bonnet passé de mode dissimulaient la plus ravissante femme de l'univers. Alors, mes chéris, comment s'est passée votre journée ? Il y avait tellement à faire, préparer les colis pour qu'ils partent demain que je ne suis pas rentrée déjeuner. Nous avons eu des visites, Beth ? Comment va ton rhume, Meg ? Joe, tu as l'air morte de fatigue. Viens m'embrasser, mon bébé. C'était bien les questions d'une mère, et tout en les posant, Madame March ôta ses vêtements mouillés, enfila ses pantoufles chaudes, s'assit dans le fauteuil et attira Amy sur ses genoux, s'apprêtant à profiter de cette heure de bonheur après une journée bien remplie. Les filles voletaient autour d'elle, essayant de rendre l'atmosphère la plus agréable possible, chacune à sa façon. Meg mit la table pour le thé, Joe apporta du bois et installa les chaises, laissant tomber, renversant et cognant tout ce qu'elle touchait. Beth ne cessait de faire des allers-retours entre le petit salon et la cuisine en trottinant, silencieuse et affairée, tandis qu'Amy, assise les bras croisés, donnait des ordres à tout le monde. Lorsqu'elles se rassemblèrent autour de la table, Madame March déclara avec une expression particulièrement enjouée « J'ai une surprise pour vous après le souper. » Un prompt et éclatant sourire fit le tour de la table comme un rayon de soleil. Beth tapa des mains sans se soucier du biscuit chaud qu'elle tenait entre ses doigts et Joe lança en l'air sa serviette en s'écriant « Une lettre, hurrah pour papa !» Oui, une belle et longue lettre. Il va bien, il pense pouvoir traverser la saison froide mieux que nous le craignions. Il nous souhaite des tas de bonnes choses pour Noël, avec amour, et vous adresse un message spécial, les filles, dit Madame March en tapotant sa poche comme si elle y dissimulait un trésor. Dépêchons-nous d'en finir. Ne t'arrête pas pour agiter ton petit doigt en l'air et pour minauder devant ton assiette, Amy, s'écria Joe en s'étranglant avec son thé et en laissant tomber son pain côté beurré sur le tapis dans sa hâte d'arriver à la surprise. Beth cessa de manger, se faufila à pas de loup dans son coin sombre et médita sur le plaisir à venir en attendant que les autres soient prêtes.
Je trouve tellement merveilleux que papa soit parti comme aumônier alors qu'il était trop vieux pour la circonscription et pas assez costaud pour être soldat, dit Meg avec ardeur. Ce que j'aimerais pouvoir y aller, comme tambour ou vivant, c'est quoi le nom? Ou infirmière, pour pouvoir être près de lui et l'aider, s'exclama Joe en gémissant. Ce doit être très désagréable de dormir dans une tente et de manger toutes sortes de choses qui ont mauvais goût et de boire dans une tasse en fer blanc, soupira Amy. Quand reviendra-t-il à la maison Marmee? Demanda Bess, la voix légèrement tremblante. Pas avant plusieurs mois, ma chérie, sauf s'il tombe malade. Il restera pour accomplir loyalement sa tâche aussi longtemps qu'il le pourra et ne lui réclamons pas de l'abandonner une minute plus tôt que nécessaire. Maintenant, venez écouter la lettre. Elles se rassemblèrent tout autour du feu, leur mère dans le grand fauteuil, Bess à ses pieds, Meg et Amy perchées sur les accoudoirs et Joe appuyé au dossier, là où personne ne verrait le moindre signe d'émotion si la lettre s'avérait être touchante. Il était rare que les lettres écrites durant ces temps difficiles ne soient pas touchantes, en particulier celles que les pères envoyaient chez eux. Dans celle-ci, il était peu question des souffrances endurées, des dangers affrontés ou du mal du pays vaincu. C'était une lettre joyeuse, optimiste, pleine de descriptions pittoresques de la vie du campement, des marches et des derniers faits de l'armée, et ce n'était qu'à la fin que le cœur de l'auteur débordait d'amour paternel et se languissait des petites filles restées à la maison. Transmets-leur mon amour le plus profond et embrasse-les pour moi. Dis-leur que je pense à elles le jour, prie pour elles la nuit et trouve le plus grand réconfort dans leur affection à chaque instant. Il paraît très long d'attendre 1 an avant de les revoir, mais rappelle-leur que pendant ce temps, nous devons tous œuvrer afin que ces jours pénibles ne soient pas perdus. Je sais qu'elles se souviendront de tout ce que je leur ai dit, qu'elles seront pour toi des enfants aimantes, accompliront loyalement leurs devoirs, combattront bravement leurs ennemis intérieurs, se dépasseront magnifiquement, si bien que lorsque je les retrouverai, je serai plus fou et plus fier que jamais de mes petites femmes. Toutes reniflèrent en arrivant à ce passage. Joe n'eut pas honte de la grosse larme qui tomba du bout de son nez et Amy ne se soucia à aucun moment de ses boucles ébouriffées, le visage enfoui dans l'épaule de sa mère alors qu'elle sanglotait. « Je suis une fille égoïste, mais je vais vraiment essayer d'être meilleure pour ne pas le décevoir un jour. »« Moi aussi, s'écria Meg, je pense trop à mon apparence et je déteste travailler, mais c'est fini si je parviens à m'en empêcher. » Je vais tenter d'être ainsi qu'il aime à me décrire, une petite femme, et ne plus être brute et sauvage et faire mon devoir ici plutôt que vouloir être ailleurs, dit Joe en songeant que maîtriser son tempérament à la maison était une tâche bien plus ardue qu'affronter 1 ou 2 rebelles dans le sud. Bess ne dit rien, mais essuya ses larmes avec la chaussette militaire bleue et se mit à tricoter de toutes ses forces, ne perdant pas le temps pour accomplir son devoir le plus immédiat, tout en se résolvant, dans sa petite âme tranquille, à être tout ce que son père espérait trouver en elle lorsque l'année écoulée apporterait son joyeux retour au foyer. Madame Marsh brisa le silence qui avait suivi les paroles de Joe en déclarant de sa voix enjouée. « Vous vous souvenez lorsque vous jouiez au voyage du pèlerin quand vous étiez petite ? Rien ne vous enchantait davantage que le moment où j'attachais mon sac plein de chutes de tissu sur votre dos en guise de fardeau, vous donnais des chapeaux, des bâtons et des rouleaux de papier et vous laissez parcourir la maison depuis la cave, qui était la cité de la destruction, jusqu'au sommet où se trouvaient tous les objets ravissants que vous pouviez récupérer pour fabriquer une cité céleste. Comme c'était amusant, surtout de passer devant les lions, de se battre contre Apollyon et de traverser la vallée où étaient les lutins, dit Joe. J'aimais bien l'endroit où les paquets tombaient et dévalaient l'escalier, poursuivit Meg. Ce que je préférais, c'était lorsque nous débouchions sur le toit plat, là où se trouvaient nos fleurs, nos tonnelles et de jolies choses, et que nous étions toutes là en train de chanter pour le plaisir là-haut au soleil, dit Bess en souriant comme si elle revivait cet agréable moment. Je ne m'en souviens pas très bien, à part que j'avais peur de la cave et de l'entrée sombre et que j'aimais toujours le gâteau et le lait que nous prenions en haut. Si je n'étais pas trop grande pour de telles choses, j'aimerais bien y jouer encore, dit Amy qui, à l'âge avancé de 12 ans, se mit à discourir sur le renoncement aux enfantillages. Nous ne sommes jamais trop vieilles pour de telles choses, ma chérie, parce que c'est un jeu auquel nous ne cessons de jouer d'une façon ou d'une autre. Nos fardeaux sont là, notre chemin est devant nous et le désir de bonté et de bonheur est le guide qui nous permet de surmonter de nombreux soucis et erreurs jusqu'à la paix, qui est la véritable cité céleste.
Maintenant, mes petites pèlerines, imaginez que vous recommencez. Pas pour jouer, mais sérieusement. Et voyons jusqu'où vous pouvez aller avant que votre père ne rentre à la maison. Vraiment, maman ? Où sont nos fardeaux ? Demanda Amy, qui était une jeune fille très littérale. Chacune d'entre vous vient à l'instant de parler de son fardeau, à l'exception de Beth. J'aime à croire qu'elle n'en a aucun, répondit sa mère. Si, j'en ai un. Le mien, c'est la vaisselle et la poussière et d'envier les filles qui ont de jolis pianos et d'avoir peur des gens. Le fardeau de Beth était si drôle que toutes eurent envie de rire, mais elle s'abstinrent car elle en aurait été profondément blessée. Faisons-le, dit Meg pensivement. Ce n'est qu'une autre façon de dire qu'il faut s'efforcer d'être bonne et l'histoire pourrait nous aider parce que même si nous désirons l'être, c'est une tâche ardue que nous oublions souvent et nous ne faisons pas de notre mieux. Nous étions dans le bourbier du découragement ce soir et maman est arrivée et nous en a sorti comme secours le fait dans les livres. Nous devrions avoir une liste de directives comme le chrétien. Qu'allons-nous faire à ce sujet ? Demanda Joe, ravi de cette fantaisie qui apportait un peu de romantisme à la tâche terriblement ennuyeuse consistant à accomplir son devoir. « Regardez sous votre oreiller le matin de Noël et vous trouverez votre guide, » répondit Madame Marsh. Elles discutèrent de ce nouveau projet tandis que la vieille Anna débarrassait la table. Puis les filles, qui cousaient des draps pour Tante Marsh, sortirent les 4 petits paniers à ouvrage et les aiguilles voletaires. C'était un travail fastidieux, mais ce soir-là, personne ne ronchonna. Elles adoptèrent le plan de Joe qui consistait à diviser les longues coutures en 4 parties qu'elles nommèrent Europe, Asie, Afrique et Amérique, avançant ainsi admirablement bien, en particulier lorsqu'elles parlaient des différents pays qu'elles traversaient à petits points. À 9 heures, elles interrompirent leur ouvrage et chantèrent, comme à leur habitude, avant d'aller au lit. Seule Beth était capable de tirer de la musique du vieux piano. Mais elle savait comment caresser les touches jaunies pour fournir un agréable accompagnement à leurs chansons toutes simples. Meg avait une voix de flûte et elle et sa mère étaient les solistes de la petite chorale. Amy stridulait comme un grillon et Joe se promenait dans les mélodies selon ses propres désirs, se manifestant toujours au mauvais endroit avec un croassement ou un chevrotement qui gâchait la plus mélancolique des chansons. Elles s'y adonnaient depuis leurs premiers ésaiements. Brille, brille, petite étoile. Et c'était devenu une coutume au sein du foyer, car la mère était une chanteuse née. Le premier son qu'on entendait le matin était sa voix lorsqu'elle circulait dans la maison en chantant comme un pinson. Et le dernier, le soir, était identique et toujours joyeux, les filles n'ayant jamais trop grandi pour cette berceuse familière. Et c'est la fin du premier chapitre. Et si à l'avenir je vais faire des lectures plus longues, je m'arrête là pour aujourd'hui. Le soleil se couche et le froid se renforce un peu. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je n'ai pas de poème. Je vais trouver quelque chose pour terminer. Des chansons sans doute, jusqu'à Noël. Est-ce que je vais faire toutes les chansons de Noël ? Peut-être. Je ne sais pas. Non. Mais des chansons peut-être. Pas à chaque fois. On verra. Bref, j'hésite. Je vous remercie beaucoup. J'avais envie de chanter une chanson en fait. C'est ça, je pense, mon problème. Brésilienne ? Non. Non plus. Mais je n'ai pas de paroles. Il me faudrait des paroles et je n'en ai pas. Bon, ce n'est pas grave, je me rattraperai les prochaines fois. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Ne restez pas trop dans le froid. Et à très bientôt. Merci encore et prenez soin de vous.